durabilité, pour moi, ça reste important dans mes investissements. Donc, le fil conducteur, si je peux dire, à travers mon portfolio, c'est que c'est des compagnies dans lesquelles je crois, mais ça reste des compagnies qui ont un impact positif sur la planète. Je pense qu'il est important de donner un sens à ces investissements. Personnellement, c'est vrai que j'investirais jamais dans une société, par exemple, qui fait travailler les enfants en Chine ou en Inde. Après, je peux pas promettre maintenant que toutes les actions que je vais acheter sont fabuleuses sur les plans environnementaux, sociaux, tout ce qu'on veut. Moi, je fais quand même un peu attention à ça, mais on peut pas... Voilà, le marché boursier reste un marché boursier et le but, ça reste quand même de gagner de l'argent à long terme, quoi. Et il faut pas se mentir, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites avec ça. L'investissement durable est aussi pour moi important, puisque voilà, autant investir dans quelque chose dans lequel on croit et qui est proche de nos sentiments. Il y en a certains qui investissent selon leurs valeurs et d'autres, un peu moins regardants comme moi, qui investissent dans tout ce qui peut leur apporter de l'argent. Bonjour, c'est Bruno Ravescott. Vous écoutez Tracker, le podcast de l'Écho qui éclaire les nouveaux investisseurs. Avec la pandémie, le confinement et surtout la forte correction des marchés au début 2020, de nombreux particuliers ont flairé une bonne opportunité pour tenter leur chance en bourse. Des investisseurs débutants, souvent plus jeunes, nous en avons invité quelques-uns à la rédaction de l'Écho pour mieux les cerner. Qui sont-ils ? Dans quoi ils investissent ? Pourquoi et comment ? Au-delà de la big tech, des cryptos et du bitcoin, l'une des thématiques à laquelle semblent particulièrement attachés nos nouveaux investisseurs, c'est l'investissement durable. L'investissement socialement responsable, l'ISR, ou plutôt l'ESG, l'acronyme privilégié par les anglo-saxons pour les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, une manière pour beaucoup de donner un sens à leurs investissements. Ces dernières années, l'investissement durable n'a cessé de gagner en popularité auprès des investisseurs, et pas seulement pour des raisons éthiques. Le réchauffement climatique est ainsi de plus en plus considéré comme un véritable risque financier. C'est ce que défend avec insistance le géant américain de la gestion d'actifs BlackRock, qui détient des centaines de milliards de dollars dans le capital de nombreuses entreprises cotées. Nous avons pris rendez-vous dans le centre de Bruxelles avec sa responsable pour cette thématique en Belgique, Gisèle Duenas-Leiva. Alors, reste le numéro 40, oui, c'est bien ça. Bonjour Gisèle. Enchantée. De même, on vous suit. Le succès des investissements durables, il est indéniable dans l'industrie, mais on le remarque aussi au sein de BlackRock. L'année 2020 a été vraiment une année où on s'était dit avec la pandémie, peut-être qu'on va avoir une diminution de cet intérêt pour les investissements responsables parce qu'il y a plein d'autres préoccupations. Mais finalement, on a vu que ça a plutôt accéléré la tendance. Au niveau des attentes de rendement par rapport aux investissements durables, il y a eu une évolution assez importante au fil des dernières années, dans le sens où il fut un temps où on parlait d'investir pour ses valeurs, et donc il fallait accepter de perdre en valeur. Et donc on disait, si on investit de manière durable, on va perdre au final en termes de rendement. Alors notre recherche démontre que ce n'est plus le cas, et nous pensons même que sur le long terme, si on tient compte des risques notamment liés à l'environnement, sur le long terme, dans nos attentes de rendement, on pense que les investissements qui tiennent compte de ces risques de ESG vont apporter un rendement ajusté pour le risque qui sera meilleur à long terme. Et donc, du coup, on offre la possibilité aux investisseurs de pouvoir investir de cette manière. C'est ici en général vers des fonds axés sur la thématique durable que les investisseurs se tournent. Ceux qui ont particulièrement le vent en poupe, ce sont surtout les fonds indiciels, les fameux trackers ou encore ETF pour Exchange Traded Fund, des produits qui tentent de répliquer au mieux la performance d'un indice boursier ou d'un panier d'actifs. À cet égard, BlackRock tire son épingle du jeu avec sa marque iShares, le blockbuster du marché, notamment en Belgique. Les iShares, c'est la marque iShares qui est sous BlackRock, représente en fait toute la gestion indicielle. Je vais expliquer ce que c'est la gestion indicielle. Et sous la gestion indicielle, on a des fonds
indiciels et on a des Exchange Traded Funds, donc les fameux ETF dont on entend souvent parler. Le principe est le même, c'est-à-dire que cette stratégie est d'obtenir la performance d'un marché, quel qu'il soit. Alors on peut, par exemple, on va parler du BEL 20. Normalement, la plupart des gens ont entendu parler du BEL 20. C'est un indice de référence qui représente le marché belge. Donc ça veut dire que tout investisseur qui veut investir en Belgique et dire j'ai envie d'avoir une performance de marché de la Belgique va dire on va avoir un indice de référence qui est le BEL 20 qui va être représentatif de l'économie belge et des différentes industries qui la composent. Alors les fonds indiciels et les ETF, ils font la même chose mais pour toutes les expositions. C'est-à-dire que si vous voulez investir dans les marchés mondiaux, d'actions mondiales par exemple, on peut s'exposer, donc prendre une position dans un ETF qui va investir dans le MSCI World par exemple, qui représente toutes les actions mondiales. Et donc, l'intérêt d'un ETF, c'est qu'il est traité sur le marché comme une action. C'est-à-dire qu'on peut entrer, sortir à tout moment de la journée. Puis il y a les fonds, et les fonds, là, on ne les traite pas à tout moment de la journée. Il y a un autre cycle en termes de traitement. Donc c'est là la principale différence. Et le succès des ETF, c'est la simplicité et la transparence, en fait. Donc ce qu'on voit, c'est qu'un ETF, on peut regarder la composition, puisque c'est l'indice de référence représentatif. Donc on va avoir tous les titres qui le composent, qui seront en toute transparence à tout moment, et la facilité d'exécution, c'est-à-dire qu'on achète, on vend, et c'est assez simple en termes d'exécution. Donc c'est ça qui principalement a fait le succès de l'ETF. Peut-on pour autant parler de produits 100% durables ? C'est évidemment là que les choses se corsent. Quand on regarde attentivement leur composition, certains de ces fonds peuvent aussi contenir des titres de sociétés dont la durabilité est moins évidente, voire franchement discutable. Alors, je pense que ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'il y a énormément de développements qui ont eu lieu ces dernières années concernant les investissements durables. Où est-ce qu'il peut y avoir des limites quand on a une masse d'investissement comme BlackRock? C'est qu'il y a différentes solutions. Et donc, il y a les univers d'investissement, on peut les créer, et puis il y a des clients qui vont décider, on veut quand même l'univers complet. Et donc là, on peut se retrouver avec en effet des expositions qui sont plus controversées ou qui ont des critères de durabilité un peu moins bons. Et donc ça, c'est le choix de l'investisseur. Donc l'investisseur doit pouvoir formuler ses objectifs, ses attentes de rendement et décider quel type d'investissement il va utiliser. Je pense que ce qui est très important de voir, c'est que la recherche au sein de BlackRock a démontré que le risque de climat, par exemple, est un risque d'investissement. On a du coup différents types d'objectifs pour différents types d'investisseurs. Et donc, ce qui est très important, c'est que quand on dit le risque de climat est un risque d'investissement, en tant que fiduciaire de nos clients, on se doit de gérer ce risque. Et c'est pour ça que BlackRock se positionne vraiment comme aussi acteur de la transition. Pourquoi ? Parce qu'on s'engage à développer plus de produits qui tiennent compte de ce risque d'investissement pour pouvoir donner le choix à nos clients. Donc les clients qui veulent rester investis dans l'univers d'investissement complet, c'est leur choix, ils ont leurs objectifs, ils prennent les risques qu'ils veulent prendre. Et c'est pour ça qu'on a développé de plus en plus ces dernières années des solutions d'investissement qui permettent de gérer ce risque. C'est très difficile de savoir si l'investissement qu'on fait est vraiment ce qu'on pense qu'on est en train de faire. C'est difficile de savoir si effectivement l'actif est durable. Je pense que le plus difficile, c'est vraiment de creuser sur la supply chain. Parce que par exemple, une compagnie peut être assez durable à première vue et avoir des bonnes initiatives et des bonnes intentions. Mais quand on regarde leurs partenaires ou on regarde tout au long de leur supply chain, on peut réaliser qu'en fait, ce n'est pas le cas. Je me fixe quand même certaines limites. Les compagnies pétrolières, pour l'instant, j'essaye d'éviter. Même si je sais que, de plus en plus, elles se tournent vers le renouvelable et elles font des plus gros investissements dans ces domaines-là. Les sociétés dont l'activité principale est liée à la transition écologique, au développement durable, il y en a très peu. Il y a très peu. Voilà, la majorité des grosses sociétés actuellement ne sont pas des sociétés qui sont connues pour leur engagement vers une transition écologique. Faut-il parler d'un effet de mode ou d'une tendance de fond ?
Pour mieux comprendre ce que recouvre l'investissement durable et les critères de sélection à l'œuvre dans l'industrie, nous nous dirigeons quelques rues plus loin dans le centre de Bruxelles chez Financité. Cette ASBL a pour but de développer la recherche, l'éducation et l'action en matière de finances éthiques et responsables. Charlène Provost y est la spécialiste de l'investissement durable. Bonjour, nous venons pour le réseau Financité. Enchanté, Charlène, Bruno Ravescott, Monaco. Bienvenue. Montrez-nous où est-ce qu'on peut s'installer. On va peut-être s'installer ici. La difficulté avec les produits durables, c'est qu'il y a une multitude de méthodologies pour sélectionner en fait les entreprises. Donc le principe de base, la première couche qu'on peut trouver dans beaucoup de fonds, c'est le principe de l'exclusion. Donc ça veut dire qu'on va promettre à son client investisseur, je vous garantis que vous n'allez pas investir dans des secteurs qui sont très controversés ou alors dans des entreprises qui ont des pratiques très controversées. Donc je m'explique, ça peut être par exemple éviter d'investir dans le secteur du charbon, ça peut être le nucléaire. À la base, les investissements socialement responsables avaient aussi une patte religieuse très forte. Donc on trouve aussi dans les fonds des principes plutôt éthiques, ne pas investir dans des entreprises liées à l'alcool, au tabac, parfois même à des fabricants de contraception. On retrouve très rarement maintenant ce type de critères, en tout cas en Europe, dans les fonds. Et puis aussi, on a souvent une exclusion qui est très forte, c'est celle autour de la production d'armes et d'armes controversées. Donc ça, c'est vraiment la première couche. Ensuite, il y a une deuxième couche que certains fonds proposent, mais pas tous. Ça va être de sélectionner les entreprises selon des critères positifs. Donc ça peut être par exemple des fonds thématiques. Donc on va dire oui, maintenant on va investir dans ce fonds-là que dans le secteur des renouvelables ou que dans l'efficacité énergétique, et on va sélectionner des valeurs qui ont un lien en fait avec ces activités-là. Donc il faut ensuite après regarder un peu le détail. Les seuils, ça veut dire quoi être en lien avec le renouvelable? Est-ce que générer 4% de son chiffre d'affaires, ça va être en lien avec le renouvelable, alors qu'il y en a d'autres qui sont plus considérés comme des pure players avec plus que 50% de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est donc une deuxième catégorie. Et la dernière, c'est la catégorie des meilleurs élèves, donc qu'on appelle best in class. Alors là, ce sera plutôt proposer des fonds diversifiés, ce que sont les fonds qui investissent dans une multitude de secteurs. Et donc, ça va être, dans ce cas-là, dans chaque secteur, on va comparer les entreprises entre elles selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et on va prendre les meilleurs. Encore une fois, ça veut dire quoi prendre les meilleurs? Il y en a qui vont prendre les 10% les meilleurs, il y en a qui vont prendre les 80% les meilleurs. Donc là, voilà, le diable se cache un peu dans ce type de détails quand on regarde des fonds durables. Des critères de sélection qui laissent une marge de manœuvre et donc une place aux pratiques dites de greenwashing ou de social washing, c'est-à-dire de fausses promesses en matière environnementale ou sociale. La première raison, c'est qu'en fait, la notion d'investissement durable, elle est pour le moment assez mal encadrée, même s'il y a des évolutions au niveau réglementaire en Europe. Et chez Financité, d'ailleurs, on fait l'exercice, nous, en fait, chaque année, quand on peut avoir la composition des fonds, de regarder un peu ce qu'il y a à l'intérieur et de comparer les actifs qui s'y trouvent par rapport à la liste noire que Financité réalise chaque année. Dans cette liste noire, on trouve des entreprises ou des États qui, en fait, violent des conventions ratifié par la Belgique. Donc on parle de principes vraiment de base par rapport aux droits de l'homme, aux droits du travail, au respect de la biodiversité. Et on trouve énormément de fonds qui investissent dans des entreprises qui ont pourtant ce type de controverse. Donc en tout cas, nous, on se pose sérieusement la question chez Financité de la durabilité d'un grand nombre de fonds qui sont mis sur le marché avec cette étiquette. Il y a un premier point en fait qui pourrait expliquer ça. Moi, je crois que c'est la question des seuils. Ça veut dire qu'il y a énormément de gestionnaires d'actifs qui vont dire oui, nous on a des garde-fous par rapport à des principes de base, des conventions internationales, par exemple, qui entourent la question du travail des enfants ou la discrimination. Voilà, on respecte ça. Par contre, si l'entreprise en fait elle a ce type de controverse, mais que ça ne concerne qu'un nombre réduit de personnes et que c'est arrivé peut-être une fois tous les 3 ans, on y va quand même. Et donc, en fait, je crois que la question réside surtout au niveau des seuils. Comme je le disais, même pour, par exemple, le fait d'investir ou pas dans le secteur du charbon, certains vont dire oui, nous, on n'investit pas dans le secteur du charbon. Ah si, en fait, si l'entreprise a un tout petit peu de chiffre d'affaires, c'est pas très grave. Donc,
Il y a vraiment une question de seuil et du coup, ce qui est vraiment lié en fait avec un encadrement aussi réglementaire à un moment donné, où il sera vraiment important de dire avec des chiffres précis ce qu'on entend par du durable ou pas du durable, et en mettant des chiffres précis et des seuils où en dessous on n'y est pas et au-dessus on y est, quoi. Le vent semble toutefois tourner à cet égard, avec d'une part l'arrivée d'une taxonomie européenne, soit un outil de classification de ce qui est durable ou non. Une récente directive appelée SFDR constitue également une première étape en la matière. Ce sont vraiment en fait des bonnes nouvelles au niveau de la transparence qui va être exigée auprès des gestionnaires d'actifs. Donc justement sur la SFDR, les gestionnaires d'actifs qui en fait prétendent faire de l'ISR vont devoir faire preuve d'une plus grande transparence sur les risques par exemple climatiques ou sociaux des valeurs dans lesquelles ils investissent, et qu'ils montrent vraiment de manière un peu plus précise comment tout cela a un impact sur les portefeuilles et comment est-ce qu'ils gèrent en fait cet impact-là. Donc ça, c'est effectivement une première pierre à l'édifice. Et le deuxième gros volet, c'est la taxonomie européenne, qui va aussi en fait permettre de mettre des mots et des définitions, hein, c'est ça justement le principe de la taxonomie, sur les activités vertes. Donc pour le moment, la Commission européenne a fait déjà une première proposition au mois de novembre sur la liste des activités qui pourraient avoir justement un impact plutôt positif pour lutter contre le changement climatique ou alors s'adapter au changement climatique. Et cette liste d'activités, elle a reçu énormément soit de critiques, en tout cas pendant les 2 mois où il y a eu la période de consultation. Et on s'attend au printemps 2021 à ce que la Commission européenne nous dise enfin la liste finale de toutes ces activités qu'on va considérer comme vertes. Et donc enfin, quand un gestionnaire d'actifs va dire dans mon fonds j'ai investi dans du vert, il va devoir dire en fait à quel pourcentage est-ce qu'il s'aligne avec cette taxonomie. Et on s'attend quand même à ce qu'au début, les fonds ne soient pas forcément énormément alignés. Voilà, je pense que ça va être un peu une espèce d'heure de vérité. Après, on sait que le défi, il est énorme. Il y a aussi certainement dans l'industrie financière, il y en a aussi qui, on l'espère, font preuve de bonne volonté, et ça va aussi permettre de donner une direction. Si on n'est qu'à 2% alignés, on sait qu'on a encore une marge de progression et il va falloir qu'on voit comment est-ce qu'on peut justement progresser. J'ai vraiment l'impression que cette taxonomie va être une forme d'heure de vérité, à la fois aussi pour les gestionnaires d'actifs, savoir si avec tout cet encadrement, ils vont continuer d'aller dans cette voie-là, ou alors si c'était un peu surfer sur une vague marketing des fonds ISR qui était assez plébiscité. Les premiers critères de cette taxonomie tant attendue ont finalement été dévoilés en cette fin du mois d'avril par la Commission européenne, mais de nombreuses questions restent encore à régler, en particulier sur la classification d'énergie comme le gaz et le nucléaire. Bref, l'heure de vérité évoquée par Charlène Provost de Financité pourrait encore se faire quelque peu attendre. On peut en tout cas espérer que cette taxonomie permettra à l'investisseur de savoir clairement ce qui est durable ou pas, car on a pu constater qu'une certaine marge de manœuvre existe dans la composition des différents fonds axés sur la thématique, notamment ceux dont nous a parlé Gisèle Duenas-Leiva de BlackRock. Tout n'y est pas toujours aussi vert ou social qu'on pourrait a priori le penser, car les critères de sélection de ces fonds ne sont pas forcément aussi exigeants les uns que les autres. Ici comme ailleurs, il s'agit de s'informer pour savoir dans quoi on investit. Et la bourse de Bruxelles dans tout ça? Pas assez sexy et dynamique semble-t-il pour nos nouveaux investisseurs. À tort ou à raison, vous le découvrirez dans le 5e et dernier épisode de Tracker que je vous invite à découvrir sans tarder sur votre plateforme de podcast favorite. N'oubliez pas non plus le lexique audio de notre journaliste Salim Nesba qui vous permettra de mieux comprendre certains termes ou concepts évoqués dans cette série. C'était Bruno Ravescott pour Tracker, un podcast de l'Écho réalisé par Nicolas Baudou et préparé avec Salim Nesba et Nicolas Becquet. Le 4 mars dans l'Écho. Les placements verts, de plus en plus rentables et de plus en plus maîtrisés. 5 secondes. Après 5 secondes, Philippe a arrêté de lire l'Écho pour repenser sa stratégie d'investissement. À l'Écho, c'est ce type de déclic que nous voulons provoquer. Que vous nous lisiez en entier ou que vous vous arrêtiez après 5 secondes, prenez de l'avance. L'Écho.